Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors bienvenue dans ce demande à Cédric numéro 48. Nous sommes aujourd'hui le lundi, pas du tout, le mercredi 1er février 2017 et pendant une heure je vais répondre aux questions des membres plus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr bien tout simplement pour recevoir un grand nombre de vidéos gratuites que je vous offre. Vous avez pu voir mes recherches du Bon Coin. Donc vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Il y aura, si vous regardez cette vidéo directement depuis YouTube, il y aura un lien sous la vidéo dans la description. Et à partir de là, vous serez redirigé vers cette page ou vers la page d'inscription qui revient un petit peu au même. Et eh bien, vous pourrez saisir votre prénom, votre adresse email, cliquer sur oui, je veux m'inscrire et rejoindre 4450 membres qui l'ont déjà fait pour avoir accès à toutes les vidéos gratuites que je vous offre. Qui traite un petit peu de beaucoup de sujets de l'informatique. Il y a un cours thématique sur Gmail qui vous apprend comment créer une adresse, et beaucoup d'autres choses. Et évidemment, il y a la nouvelle version du site qui va arriver, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, allez, cette petite parenthèse étant terminée, je vais pouvoir répondre aux questions des membres plus. Je salue les personnes qui viennent de nous rejoindre, Francis, Philibert, Jackie et Florence, bienvenue à vous. Alors, combien sommes-nous maintenant? Je vais fermer ça, puisque je n'en ai plus besoin, je vais fermer ça aussi. Nous sommes 33, waouh! Eh bien, c'est pas souvent que nous sommes aussi nombreux. Peut-être que vous avez beaucoup de questions finalement. Allez, c'est parti, on démarre et après, quand j'aurai un petit moment, je vous parlerai des mini-cours. Alors, la question la plus simple qui était de Luigi. Bonjour Cédric, c'est quoi une URL et où ça se trouve? Alors, Luigi, vous allez comprendre tout de suite. Une URL, c'est une adresse internet. Je ne sais pas exactement quelle est l'abréviation d'URL. On peut regarder rapidement à quoi ça correspond. Une URL, c'est Uniform Resource Locator. Et en fait, tout simplement, c'est l'adresse qui se trouve en haut. Si j'oublie de partager mon écran, on est foutu. Tout va bien. Alors, l'adresse qui se trouve en haut, qui se trouve ici, par exemple, quand vous êtes sur un navigateur internet, ici, c'est une URL. Donc, http://formation-informatique-avec-cédric.fr, eh bien, ça, c'est une URL. Google.fr, c'est une URL. Et ça se trouve dans la barre qui se trouve en haut de vos navigateurs. Alors, lorsque vous lancez Internet Explorer, il peut arriver, je réfléchis si je peux fermer sans conséquence, oui c'est bon, là c'est pas le cas, mais parfois sur Edge, vous n'avez pas l'URL qui apparaît en haut, quand vous faites un nouvel onglet, voilà, vous voyez là l'URL n'apparaît pas en haut, donc vous pouvez cliquer vous en haut et à partir de là, taper directement l'URL que vous souhaitez. Si par exemple vous connaissez l'adresse de cette fameuse URL, là par exemple Google, eh bien vous tapez google.fr et vous arriverez directement sur le site de Google. Voilà ce qu'est une URL. C'est une sorte d'adresse internet en fait pour que ce soit plus simple de retenir plutôt que des chiffres que sont les DNS. Mais je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Une URL, c'est tout simple, c'est juste ça. Alors, ensuite, j'avais demandé à Tania de me poser la question concernant les photos, parce que j'avais un certain nombre de choses à vous dire et j'aimerais clarifier un certain nombre de choses pour que vous puissiez un petit peu comprendre et puis que je puisse également vous donner des solutions. Alors, la question de Tania est la suivante. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Une question posée sur le forum, mais vous m'avez conseillé de le faire ce jour. Absolument, Tania. Comment diminuer le poids d'une photo ou d'une image avant de l'envoyer par mail? Alors, pourquoi est-ce que j'avais envie de répondre à cette question? Eh bien, tout simplement parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous n'êtes pas familiarisés avec le poids et avec un certain nombre de choses importantes sur Internet. Alors, ce que vous devez bien comprendre, c'est que le mail, ce sont donc les messages électroniques, le courrier électronique appelé les emails, les courriels ou ce genre de choses, vont vous permettre de communiquer avec des gens
par l'intermédiaire de ces fameux courriels. Donc vous avez une adresse email, la plupart du temps elle est fournie avec votre fournisseur d'accès Internet. Lorsque vous souscrivez à un forfait Internet, votre fournisseur d'accès Internet vous donne une adresse email. Si par exemple vous êtes sur Orange, vous aurez en général votre prénom, votre nom, @orange.fr ou ce genre de choses. Mais vous avez également la possibilité de souscrire des adresses email chez des fournisseurs indépendants comme Gmail, comme Outlook, comme Yahoo et ce genre de choses. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande de faire la plupart du temps, c'est de prendre une adresse email chez un fournisseur d'accès indépendant. Parce que si vous devez changer de fournisseur d'accès Internet, de FAI, vous perdrez votre adresse email et dans ce cas-là, vous perdrez vos contacts, vous perdrez tout ça. Donc, le fait d'avoir une adresse email indépendante, comme une adresse Gmail, moi c'est celle que je vous recommande parce qu'elle elle est gratuite et elle ouvre beaucoup de services comme YouTube, comme le Drive, comme un grand nombre de choses. Vous pouvez aussi ouvrir une adresse Outlook qui est hébergée par Microsoft, ce qui vous donnera un compte Microsoft pour éventuellement connecter votre Windows 10. Et voilà. Après, moi, Yahoo, je ne l'utilise pas. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent. C'est vrai que je préfère Gmail pour beaucoup de raisons. La double authentification, le fait de pouvoir synchroniser les choses avec votre téléphone, d'avoir l'agenda, d'avoir un grand nombre de choses, un grand nombre de possibilités. D'ailleurs, je ferai peut-être un mini cours sur les produits de Google. Ça pourrait être intéressant de faire une sorte de tour d'horizon des choses qui sont disponibles, pas forcément dans tout, mais bon, voilà. Et donc, tout ça pour dire, je suis un peu parti loin, mais tout ça pour dire que le courriel, les courriers électroniques, le mail, c'est fait pour envoyer des courriers. C'est comme si vous souhaitiez correspondre avec quelqu'un, vous n'allez pas forcément lui envoyer 50 photos dans une enveloppe. C'est possible, évidemment, ce qui n'est pas possible par mail. Pourquoi ? Le mail, à la base, c'est fait pour communiquer, c'est-à-dire envoyer du texte et non pas des photos. Et les photos, ça a tendance à peser très lourd et très rapidement. Surtout qu'aujourd'hui, avec les appareils photo dont on dispose, qui ont 10 mégapixels, 12 mégapixels, même le moindre téléphone embarque un appareil photo 12 mégapixels, vous prenez une photo, ça fait déjà 5 mégas. Donc, le poids ne va pas pouvoir être envoyé par votre fournisseur d'accès. Le mail est limité, je crois, donc ça dépend des fournisseurs d'accès, mais dans les grandes lignes, ne dépassez pas 3 mégas. Parce que, certes, je pense qu'avec Gmail, vous pouvez envoyer 5 mégas, peut-être même 10 mégas, mais c'est pas parce que vous pouvez l'envoyer que le destinataire à qui vous l'envoyez pourra la recevoir. Si par exemple, je sais plus combien c'est chez Orange, à une époque c'était 5 mégas, si vous envoyez une photo de 7 mégas, elle sera bloquée par le fournisseur d'accès de votre destinataire, et donc il ne recevra jamais cette photo. Donc gardez à l'esprit que le mail n'est absolument pas fait pour envoyer des photos. Et évidemment, vous pourriez réduire la taille des photos, comme vous le demandiez à juste titre, Tania, vous pouvez, grâce à des logiciels, réduire la taille des photos, mais le fait de réduire la taille des photos va vous faire réduire la qualité, parce que on ne peut pas, et d'ailleurs la plupart du temps les photos que vous allez prendre, que ce soit avec votre appareil photo, que ce soit avec votre téléphone, elles sont déjà dans un format qui est compressé, qui s'appelle le JPEG, vous avez déjà certainement entendu parler de ça, c'est l'extension qui est JPG ou JPEG, et donc ces photos sont déjà compressées, donc vous allez pouvoir utiliser un logiciel comme WinRAR qui compresse les choses, mais ça ne compressera pas votre photo, ne perdra pas de taille. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous devez envoyer des photos, alors si vous n'envoyez qu'une seule photo, en théorie, ça doit passer, sauf si vous l'avez pris avec un appareil un peu exceptionnel, mais en théorie, si vous envoyez une seule photo, elle doit faire, on va dire, entre 3 et 5 mégas, et on va dire qu'aujourd'hui, à peu près, tous les hébergeurs acceptent ces tailles de photos. Donc, si vous envoyez une photo, tout va bien. Mais c'est un peu contraignant, si vous avez 50 photos à envoyer, vous n'allez pas vous amuser à envoyer 50 mails. Et si vous réduisez la taille de ces mêmes photos, vous allez perdre en qualité. Donc tout dépend si c'est pour la consultation, c'est-à-dire que si vous envoyez ces photos à un destinataire pour qu'il puisse les consulter, tout simplement pour regarder, les mettre plus petites, si par exemple vous voulez mettre des photos sur le Bon Coin ou ce genre de choses, dans ce cas-là, vous allez pouvoir, grâce à un certain nombre de paramètres, des logiciels qui permettent de réduire la taille des photos, on en parlera un petit peu tout à l'heure,
vous allez pouvoir réduire et envoyer un grand nombre de photos, enfin un plus grand nombre de photos qu'une seule dont je vous parlais tout à l'heure. Mais moi, ce que je vous recommande, j'en avais fait une vidéo qui parlait donc de WeTransfer. WeTransfer, c'est un service qui permet d'envoyer des photos en grande quantité. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des fichiers PDF, ça peut être des fichiers rares, ça peut être n'importe quel type de fichier. En fait, ce service WeTransfer, il est gratuit jusqu'à 2 Go. Donc 2 Go, ça fait déjà un grand nombre de photos. Si on part du principe, oui c'est bon. Si on part du principe, je vais afficher la calculatrice. Je vais essayer, voilà. Donc 2 Go, ça fait 2000 mégas. Donc, si une photo fait 5 mégas, donc je vais diviser ça par 5, vous pourrez envoyer jusqu'à 400 photos. Donc, vous voyez, et rien ne vous empêche de faire, si par exemple vous avez 800 photos à envoyer, rien ne vous empêche de faire un tas de 400, un autre tas de 400, d'envoyer votre premier fichier qui fait 2 Go et votre deuxième fichier qui fait 2 Go. J'avais fait aussi une vidéo qui vous expliquait comment séparer grâce à WinRAR vos fichiers WinRAR en 2 paquets sans que vous ayez besoin de le faire vous-même. Donc, grâce à WeTransfer, donc c'est un service qui, comme je vous le disais, est gratuit. On va essayer de le rechercher. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la procédure, même si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, grâce à WeTransfer, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, je vais passer en plein écran. Voilà, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous choisissez Take Me to Free, donc pour avoir la version gratuite. Et à partir de là, il va vous demander si vous acceptez les conditions. Vous cliquez sur J'accepte. Et à partir de là, vous allez pouvoir glisser vos fichiers directement ici. Donc si vous avez 15 photos à envoyer, vous prenez vos photos, vous les glissez ici, il va les ajouter. Et ensuite, vous pouvez très bien choisir les personnes à qui vous souhaitez l'envoyer. Donc l'avantage également, c'est que si vous avez 10 personnes à qui l'envoyer, vous allez le faire une fois et ça va envoyer le mail à 10 personnes. Donc ces 10 personnes-là, elles récupéreront facilement les photos et vous n'aurez pas besoin de le faire, les manipulations 10 fois. Ensuite, ici, vous mettez votre adresse email. Ici, éventuellement, un message facultatif. Et là, vous avez aussi la possibilité, si vous ne souhaitez pas que ce soit envoyé par mail à la personne, de cliquer ici sur les 3 petits points qui se trouvent là et de choisir Link. Et au lieu de l'envoyer par mail, ça va, une fois que les photos seront transférées, vous générez un lien et ce lien-là, vous pourrez l'envoyer par mail à vos destinataires. Donc là, c'est vraiment, selon moi, la meilleure solution pour envoyer des fichiers volumineux par mail. Parce que si vous envoyez autre chose que du texte ou qu'une seule photo, on va dire, eh bien, ce sera problématique. Alors, si malgré tout, vous voulez redimensionner vos photos, donc vous pouvez utiliser le logiciel qui s'appelle Image Light Resizer, me semble-t-il. J'avais fait une vidéo sur celui-ci, je vais vérifier ça pour voir si c'est facilement accessible. Ça devait être dans toutes les vidéos gratuites et je sais plus comment ça s'appelait. Redimensionner, voilà, redimensionner une ou plusieurs images. Donc, j'ai pas partagé mon écran. Voilà, donc dans les vidéos gratuites, c'est la vidéo gratuite numéro 11 et donc le logiciel s'appelait... Alors moi le logiciel que j'utilise s'appelle Photosizer et le logiciel qu'utilise Alexandra c'est Light Image Resizer je crois. Enfin c'est à peu près la même chose. Grâce à ces logiciels vous allez avoir la possibilité de les réduire. Donc je ne sais pas si dans la vidéo je peux vous montrer relativement facilement à quoi ça ressemble et si dans cette vidéo, je vous le montre ici. Alors, voilà, je vais repartager mon écran, je vais mettre une pause, je vais passer en plein écran pour voir si on va pouvoir voir quelque chose. J'espère que la bonne résolution va apparaître. En théorie, oui. Voilà. Donc à partir de là, grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir soit mettre une seule image, soit mettre plusieurs images et déterminer à quelle taille vous souhaitez que les images soient. Donc
Ici, vous pouvez choisir donc la résolution, sachant que donc plus vous allez réduire la résolution et plus eh bien, l'image sera légère. Alors, il y a une autre solution qui est un petit peu que moi j'avais l'habitude d'utiliser. Alors attendez, laissez-moi réfléchir, je suis en train de me demander à quel endroit je vais avoir des photos à redimensionner. Je ne sais pas si j'en ai. C'est pas du tout ça. Alors, je vais regarder directement sur mon NAS si j'aurais pas quelques photos ou alors dans mes documents. Alors, je vais prendre mes fonds d'écran. Voilà. Allez, on va prendre ça. Voilà. Je repartage mon écran. Donc voilà, ici, j'ai un dossier avec des images qui se trouvent à l'intérieur. Et donc, si je regarde, donc ici, il y a 14 éléments pour un total de 24,5 mégaoctets. Donc là, ça ne passera pas par mail. Vous pouvez envoyer ça. Votre mail, il partira peut-être, mais c'est quasiment sûr qu'il n'arrive jamais. Donc, comment faire? Eh bien, vous avez toutes ces images. Vous pouvez faire un clic droit. Vous pouvez choisir envoyer vers. Ensuite, vous pouvez choisir destinataire. Et là, il va vous faire quelque chose de rigolo, c'est qu'il va vous permettre de redimensionner vos fichiers. Donc là, lorsque vous arrivez sur cette fenêtre, je m'assure que j'ai bien partagé, oui. Lorsque vous arrivez sur cette fenêtre, vous avez la possibilité de choisir la taille des images. Donc si vous choisissez la taille d'origine, c'est ce que j'avais tout à l'heure, eh bien votre taille estimée sera de 24,5 mégaoctets que vous voyez ici. Et donc l'objectif c'est de descendre la résolution jusqu'à être en dessous des 5 mégas. Idéalement, en dessous des 4 mégas, c'est bien. Donc là, par exemple, eh bien, je vais lui demander qu'il me redimensionne mes images et qu'il me les envoie avec cette taille-là, puisque ça ne dépassera pas 3,14 mégaoctets. Mais gardez bien en tête que vos images vont être réduites et que la qualité sera moins bonne. Ensuite, vous cliquez sur joindre et là, il va préparer le fichier, c'est-à-dire qu'il va redimensionner pour vous les images et ensuite, il va lancer un logiciel. Voilà. Alors moi, il a lancé Outlook parce que j'avais Outlook qui était disponible, mais le problème, c'est que il a déjà préparer le mail. Ça, c'est si vous utilisez un logiciel comme Windows Live Mail, comme Outlook, comme Thunderbird. C'est quand vous utilisez un logiciel qui est en natif. Vous voyez, il ne me l'a pas envoyé directement vers Gmail, ce que j'aurais bien aimé puisque moi j'utilise Gmail. Il me l'a envoyé ici. Alors à partir de là, je ne sais pas si j'ai la possibilité de récupérer ces photos en faisant un copier-coller. On va essayer. Je vais essayer de créer un nouveau dossier, et de voir si je peux faire un copier-coller dedans. Oui, c'est possible. Fantastique. Donc, en gros, si vous avez Windows Live Mail installé qui n'est pas forcément configuré, il risque de vous faire la même chose que ça. C'est-à-dire que en faisant la manipulation, là je vais un peu vite, vous pourrez regarder pendant la retransmission, et je ne voudrais pas non plus perdre trop de temps s'il y a d'autres questions. Donc, vous sélectionnez vos images, vous faites un clic droit, vous choisissez envoyer vers, vous choisissez destinataire et si vous avez un logiciel installé, il va vous le mettre ici. Ensuite, vous pouvez sélectionner vos images, faire un copier, les coller dans un nouveau dossier et là, elles sont automatiquement redimensionnées. Vous voyez, elles sont de petite taille, elles sont de beaucoup plus petite taille que ce que j'avais tout à l'heure. Et donc, à partir de là, vous avez vos images qui sont redimensionnées et la totalité de ces images fait 732 kilooctets au lieu des 24,5 mégas que nous avions tout à l'heure. Donc ça vous laisse plusieurs possibilités. Soit vous envoyez par WeTransfer, soit vous envoyez une seule image, soit vous faites un redimensionnement comme je viens de vous montrer en faisant un clic droit envoyer vers, ou alors vous pouvez aussi utiliser le logiciel soit Photosizer que je recommande et dont j'avais fait la vidéo, soit Light Image Resizer qu'utilise Alexandra qui est très bien aussi. J'en ai juste pas fait la vidéo, mais voilà, et je crois qu'il me semble que Alexandra en a fait une vidéo. Donc voilà, vous avez ces trois possibilités là, envoyer par WeTransfer avec les logiciels que Alexandra ou moi vous avons recommandés, ou faire un clic droit, envoyer vers et faire un copier-coller dans un nouveau dossier.
Mais pour ce faire, il faut que vous ayez un logiciel de messagerie qui soit installé sur votre ordinateur. Moi ici, Outlook était installé parce que j'ai eu une question la dernière fois sur Outlook, mais si vous n'avez pas de logiciel installé comme Thunderbird ou comme Windows Live Mail, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité de clic droit envoyé vers destinataire pour faire le copier-coller. Voilà Tania, je pense avoir été suffisamment clair. J'ai cependant peut-être été un petit peu rapide, mais vous pourrez regarder la retransmission, faire des pauses, prendre des notes pour que vous puissiez, si vous avez vraiment besoin et envie d'effectuer ces manipulations-là, de pouvoir les refaire. Cela dit, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous conseille de loin l'option WeTransfer. Vous trouverez les vidéos adéquates dans la rubrique toutes les vidéos gratuites. Voilà Tania, allez, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je pense que j'ai bien couvert le sujet et que vous avez bien tout compris, en tout cas j'espère. Et comme je vous le disais, sinon, n'hésitez pas à poser une nouvelle fois une question pour avoir un complément d'information. Alors, je vais continuer. Donc, Morissette, rebonjour. Tout le monde parle de LibreOffice, meilleur que OpenOffice. Lequel choisir? Merci. Morissette, on en avait déjà parlé dans un demande à Cédric précédent. Et on en a aussi parlé sur le forum. Ça dépend vraiment de ce que... Enfin, ça dépend pas de grand-chose. Louis-Paul recommande LibreOffice. Et moi, j'avais l'habitude d'utiliser OpenOffice, mais très peu parce que finalement, j'ai Word, Excel, PowerPoint, j'ai le pack Office d'installer sur mon ordinateur, donc je n'utilise pas ces logiciels libres de droit. Mais cela dit, on avait convenu avec Louis-Paul qu'on allait passer, en tout cas que j'allais passer sur LibreOffice. C'est vrai que je préférais OpenOffice parce que je trouvais que LibreOffice était un petit peu long à se charger quand il démarrait. Et voilà, je trouvais ça un peu pénible. Cela dit, voilà, LibreOffice, c'est ceux qui ont repris en fait la licence gratuite qui avait été, où ils ne savaient pas. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de LibreOffice et d'OpenOffice. C'est un petit peu comme vous le souhaitez. Louis-Paul, c'est LibreOffice. Moi, je vais me rallier à la cause de Louis-Paul puisque je lui fais confiance. Vous avez vu qu'il était très efficace sur ses vidéos d'orthographe et sur les vidéos de GIMP. Donc voilà, on peut lui faire confiance là-dessus, je pense. Et puis, comme je vous le disais, OpenOffice et LibreOffice, ce sont deux outils qui sont très proches. Et je pense que la communauté LibreOffice est beaucoup plus importante. Donc les développements d'applications, les suivis d'applications seront mieux faits avec LibreOffice, qui est à la version 5 et quelques 5.16 au moment où je vous parle, me semble-t-il. Donc voilà Morissette, je pense que vous pouvez vous orienter vers LibreOffice, mais si vous avez déjà commencé à utiliser OpenOffice, déjà LibreOffice ce sera à peu près pareil, et de toute façon, vous pouvez continuer sans problème d'utiliser OpenOffice. Voilà Morissette. Colette, bonsoir, bienvenue parmi nous. Gabriel, bonsoir et bienvenue également. Sacha, est-ce que l'on peut vous contacter via Skype? Non Sacha, ce n'est pas possible malheureusement, parce que sinon ce serait trop compliqué. Ce serait trop chronophage également. Je ne peux pas malheureusement discuter avec tout le monde par Skype. Eh bien sinon, je passerai mes journées à répondre. Déjà que j'ai beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Des gens qui ne sont pas membres plus. Plein de gens qui m'envoient des questions pensant que j'ai le temps de leur répondre. Des questions, c'est pas possible. Et ben pour Skype, c'est pareil. Voilà Sacha. Raymond, bonjour à tous. Pour modifier le poids des photos, voir la vidéo tutoriel G003 sur GIMP de Louis-Paul. Alors, je n'ai pas vu cette vidéo. Cependant, je pense que c'est peut-être une vidéo où les choses se font une par une. Alors, effectivement, vous avez la possibilité d'installer le logiciel GIMP pour réduire la taille si vous n'avez qu'une seule photo à faire. Cependant, voilà, après... quand je dois envoyer des photos par mail,
D'ailleurs, j'envoie pas de photos par mail, je les transfère sur WeTransfer. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, une solution à laquelle j'avais pas pensé, mais voilà, qui est aussi possible. Il y a la vidéo numéro 3 de Louis-Paul qui vous expliquera comment redimensionner une photo, mais vous pouvez aussi l'héberger avec SeaJoint, donc le service que l'on utilise pour héberger nos captures d'écran sur le forum. Vous pouvez très bien utiliser aussi cette technique si vous n'avez qu'une image ponctuelle à envoyer et qu'elle est un petit peu trop lourde. Voilà, là je crois qu'on a fait le tour et que vous allez être opérationnel. Alors, pour Morissette, LibreOffice est mis à jour régulièrement et à mon avis, vous devriez opter pour cette option. Et bien voilà, Mario nous conforte dans le choix de Louis-Paul. Comme je vous le disais, je ne suis pas vraiment le spécialiste des logiciels libres pour ce qui est du traitement de texte du tableur, puisque comme j'utilise Word et Excel, je préfère de loin. Donc je l'ai acheté une fois, je l'ai gardé, j'ai Office 2007. Et donc désormais c'est ça que j'utilise. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas le budget, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que c'est un logiciel qui coûte un peu cher, et que les solutions gratuites fonctionnent très bien, si c'est pour faire des choses ponctuelles, eh bien voilà, vous pouvez utiliser LibreOffice. Bonjour Michel et bienvenue parmi nous. Morissette, merci Mario, c'est gentil. Voilà. Alors, Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Comment peut-on accéder à un ordinateur vide de données offert par une amie dont le mot de passe m'a été communiqué, mais ce dernier ne s'ouvre pas? Alors, bonjour Cédric. Comment peut-on accéder à un ordinateur vide de données offert par une amie dont le mot de passe m'a été communiqué, mais ce dernier ne s'ouvre pas? Alors, Stéphane, il faut que vous sachiez, il faut que vous puissiez me dire le mot de passe, à quel endroit ça se trouve. Est-ce que c'est le mot de passe du BIOS ou est-ce que c'est le mot de passe de Windows? Parce que si c'est une amie qui vous l'a offert, eh bien ce que vous pouvez faire, tout dépend comment il a été remis à zéro cet ordinateur, est-ce que ça a été une restauration d'usine? Moi, si j'étais dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit c'est le mot de passe du BIOS, et auquel cas, là, il n'y a quasiment aucune chance que vous puissiez le retrouver, si vous ne l'avez pas. Je sais que vous avez la possibilité de réinitialiser le BIOS, mais ça, c'est vraiment particulier à chaque carte mère, à chaque BIOS, à chaque chose. Donc, je ne vais pas vraiment pouvoir vous donner de solution miracle. Il faudra que vous puissiez chercher sur Google, en fonction de la version de votre BIOS, comment le réinitialiser. Ça, c'est si c'est par l'intermédiaire du BIOS. Et si toutefois, eh bien, c'est le Windows, dont vous ne connaissez plus le mot de passe, eh bien, vous pouvez le réinstaller. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites une réinstallation d'usine si le PC le permet, c'est-à-dire s'il y avait une partition qui avait été prévue pour faire une restauration d'usine. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout les restaurations d'usine parce que des fois, vous allez le réinstaller et puis la restauration d'usine date d'il y a 10 ans. Et donc, il y aura des millions de mises à jour à faire. Ou alors, eh bien, ce que je ferais moi à votre place, c'est de faire une réinstallation de Windows. Donc en fonction de la version de Windows que c'est, vous pourrez plus ou moins faire vous pourrez faire la réinstallation. Il vous suffit juste d'avoir le CD du Windows en question, d'avoir votre numéro de licence Windows et à partir de là, eh bien, vous faites une réinstallation de zéro. Comme ça, ça vous permettra tout simplement d'avoir un ordinateur qui sera propre, où vous êtes sûr qu'il n'y a rien de parasite dessus, et voilà, comme ça vous permettra de ne pas avoir à récupérer votre mot de passe. Ensuite, je vois qu'en dessous, Denis, bonjour Denis, qui a également eu un souci avec son mot de passe. Donc là, j'en avais parlé précédemment, quand on met un mot de passe sur Windows, et qu'on l'oublie, c'est très problématique parce que, il y a des solutions de récupération de mots de passe que je n'utilise il y en a qui sont vraiment efficaces mais qui sont chères. J'avais utilisé un logiciel comme ça il y a longtemps et je me souviens plus du tout de son nom.
qui permettait donc de démarrer sur le CD et de retrouver le mot de passe. Donc ça fonctionnait jusqu'à Windows 7, il permettait d'effacer le mot de passe administrateur et de pouvoir se reconnecter. Je me souviens plus du logiciel, c'est un logiciel qui était très cher et que je sais pas si je l'ai encore, mais c'est pas, voilà, ce sera compliqué puisque c'est un logiciel payant. Après, les solutions pour récupérer son mot de passe Windows, je les connais pas bien. On va pouvoir éventuellement regarder sur Google, voir s'il y a des solutions qui sont proposées qui peuvent être intéressantes. On va regarder ça ensemble. Mais honnêtement, ça me paraît compromis. Donc si vous avez perdu votre Windows, votre mot de passe Windows, on va regarder. Si je perdais mon mot de passe Windows. Alors ce que vous pouvez faire aussi éventuellement, c'est que si votre mot de passe Windows, si vous êtes sur Windows 8 ou sur Windows 10 et que vous étiez connecté avec un compte Microsoft, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe de compte Microsoft. Mais je ne pense pas que ce soit votre cas. Comme ni Stéphane ni Denis n'avaient précisé sur quelle version de Windows vous étiez, ça va être compliqué pour moi. N'oubliez pas, quand vous posez votre question, de me donner un maximum de précision pour que je n'ai pas à vous demander des compléments d'information. Donc, voilà, en fonction de la version de Windows, les processus de récupération de mots de passe seront certainement pas les mêmes. Donc, je vais vous laisser me préciser vos versions de Windows et après, on recherchera ponctuellement sur Windows, sur Google, les versions en question. En attendant, je vais passer à d'autres questions. Donc, n'hésitez pas à me mettre les versions. Mais je le répète, les mots de passe, c'est vraiment quelque chose que vous devez conserver parce que les mots de passe, on les oublie. Voilà. Alors, bonsoir Mickey, bonsoir Cédric et à toutes. Si je supprime des photos qui se trouvent sur mon téléphone portable et ma tablette Android, est-ce que cela les supprime également de mon PC ? Alors, tout dépend à quel endroit ils sont rangés. Mickey, si vous utilisez le Drive pour synchroniser vos photos, que ce soit sur votre PC ou sur votre tablette ou téléphone, si vous utilisez Drive qui se trouve ici sur le côté, OneDrive, eh bien les choses sont synchronisées avec les différents comptes que vous utilisez, si vous utilisez OneDrive. Après, si sur votre tablette vous avez vos photos, enfin ça dépend aussi si vous les synchronisez avec votre compte Google par l'intermédiaire de Drive, mais si ce sont des choses différentes, vous avez par exemple ici votre dossier images, et dans votre dossier images, vous avez les images qui sont sur votre ordinateur, si ce n'est pas le dossier images qui se trouve ici dans OneDrive. Faites attention, il y a deux choses qui sont distinctes. Vous voyez, moi ici, on a ce PC dans lequel j'ai le dossier images qui se trouve ici. Et donc, si je clique ici sur images, je vais avoir un certain nombre de choses. Et si ici, je clique sur images, j'aurai des choses différentes parce que ce dossier images de mon PC n'est pas le même que mon OneDrive. Le OneDrive, c'est ce qu'il y a sur les serveurs de Microsoft et ça, c'est ce qu'il y a en local sur mon ordinateur. Ce que vous pouvez faire, Mickey, pour être sûr qu'il n'y aura pas de souci, c'est vous copiez-collez une image dont vous n'avez que faire et vous allez voir si quand vous prenez la photo par exemple avec votre téléphone, vous la retrouvez sur votre ordinateur, eh bien c'est qu'il y a une synchronisation qui se fait à un moment ou à un autre. Donc si toutefois vous prenez une photo avec votre téléphone qu'elle arrive sur votre ordinateur, vous la supprimez de votre ordinateur et vous voyez si elle disparaît de votre téléphone. Et si elle disparaît de votre téléphone, eh bien c'est qu'il y a une communication entre les deux et que donc les choses sont stockées soit sur OneDrive, soit sur Google Drive, soit sur un autre média, soit sur Dropbox, soit sur je ne sais quoi. Donc là, avec les précisions que vous m'avez données, c'est difficile de vous répondre, Mickey. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez essayer la solution que je viens de vous donner. Vous prenez une photo avec votre téléphone, vous regardez si elle arrive sur votre PC. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez la supprimer de votre téléphone. Elle n'arrivera pas sur votre ordinateur. Voilà, Mickey. Alors, Tania, merci Cédric pour vos conseils et merci à tous pour le conseil sur la vidéo de Louis-Paul sur GIMP. J'ai bien compris. Formidable, Tania. Alors, merci Cédric, c'était le mot de passe d'entrée, mais sur Linux.
Là, Stéphane, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous aider puisque je ne connais pas du tout Linux et que ici, nous sommes sur une session qui parle de Windows. Cela dit, vous pouvez mettre un message sur le forum dans la section Linux et peut-être que Louis-Paul aura une solution pour vous. Voilà. Cela dit, je ne vais pas couvrir Linux puisque ce n'est pas... déjà, je le connais très mal et en plus, voilà, ce n'est pas le propos ici. Alors, Tania, autre question sur les photos. Comment enregistrer une photo qui se trouve dans une diapo? Faut-il également un logiciel spécial ou peut-on faire autrement? Alors, on va partir du principe, Tania, que vous parlez d'un diaporama. Donc, si vous parlez d'un diaporama, la plupart du temps, ce sont des diaporamas avec PowerPoint. Donc, vous pouvez utiliser le logiciel qui s'appelle PowerPoint Image Extractor, dont j'avais parlé dans les vidéos gratuites. Voilà, que vous pourrez retrouver donc dans votre espace membre au niveau de toutes les vidéos gratuites. Et je ne sais pas si le logiciel existe encore parce que c'est une vidéo qui date d'il y a très longtemps. D'ailleurs, c'est la première vidéo gratuite que j'avais faite, extraire des images d'un fichier PowerPoint. Donc voilà, vous pouvez essayer de voir si le logiciel existe toujours. Ce dont je me rappelle, c'est qu'il n'était pas capable d'ouvrir tous les PowerPoint. Il y a certains PowerPoint qu'il était capable d'ouvrir et d'autres qu'il n'était pas capable d'ouvrir. Donc il faudra que vous puissiez faire le test. Faites attention en installant ce logiciel, peut-être que depuis le temps que je l'ai fait, je ne sais plus à quelle date je l'avais fait, je l'ai fait en 2011, on est en 2017, donc voilà, ça fait un petit moment, je ne sais pas si le logiciel existe encore ou s'il y a des logiciels malveillants qui ont été intégrés dessus. Faites très attention quand vous allez l'installer, de bien voir qu'il n'y a pas d'autres cases à cocher. Et ensuite, après, ce que vous pouvez faire, si toutefois ça ne fonctionne pas, eh bien, pendant votre diaporama, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace. En théorie, ça va mettre le diaporama en pause. Ensuite, vous faites une capture d'écran et ça vous permet de récupérer l'image dans la qualité de votre écran. Si votre écran est en 1920-1080, vous aurez une photo en 1920-1080. Si votre écran est dans une plus petite résolution, 800-600, 1024-768, eh bien, votre image se fera cette taille-là. Mais je ne vois pas d'autre solution. Je ne pense pas que vous puissiez ouvrir un fichier PowerPoint avec PowerPoint. Je ne sais pas si c'est protégé. On pourrait regarder. Il faudrait que je télécharge un fichier PPS, mais j'en ai pas sous la main et là je ne vais pas forcément aller le chercher. Mais voilà, ça voudrait dire qu'il faut avoir PowerPoint ou peut-être qu'avec le logiciel gratuit qui est intégré avec LibreOffice, qui s'appelle... Est-ce que j'ai installé LibreOffice récemment ? LibreOffice, mince, j'ai lancé Writer, c'est pas ça. Alors, il va mettre 3 jours à s'ouvrir. Non, ça va. Donc ça, c'est LibreOffice. Comment s'appelle peut-être ça s'appelle présentation. Présentation, pas du tout. Alors, on va essayer libre. Voilà, LibreOffice et ça s'appelle Impress, je crois. Ça doit être l'équivalent en fait de PowerPoint, mais en version gratuite. Voilà. Donc vous pouvez éventuellement essayer d'ouvrir avec LibreOffice Impress, donc qui est fourni avec la suite quand vous installez LibreOffice. Donc vous choisissez Fichier, ensuite vous choisissez Ouvrir. Vous allez chercher à l'endroit où se trouve votre PowerPoint et vous essayez de voir si vous allez pouvoir l'ouvrir. Et à partir de là, vous pourrez peut-être voir les différentes vignettes. Mais je me demande si PowerPoint ne protège pas justement les vignettes pour éviter que les personnes les subtilisent. Voilà, et sinon vous pouvez faire toujours une capture d'écran. J'ai fait une vidéo, toujours dans les vidéos gratuites me semble-t-il, qui vous explique comment 4 techniques pour faire une capture d'écran. Donc à partir de là, CTRL F, 4 techniques. Voilà, c'est la vidéo numéro 48 et vous pouvez la regarder si vous ne savez pas faire des captures d'écran ou si vous pour voir la technique qui vous conviendrait le mieux. Voilà Tania. Alors, Denis, sur Windows 7, récupérer un mot de passe sur Windows 7. Il me semble qu'il doit y avoir une possibilité de le récupérer, mais comment, je me souviens plus du tout. Comme moi j'utilisais ce logiciel dont je vous ai parlé, mais qui valait 1500 €, je crois. Donc je ne vais pas vous parler de ce logiciel. Récupérer mot
Mot de passe. Je vais partager mon écran, ce sera plus simple. Windows 7. Alors, problème pour... alors, télécharger et installer Rini Passnord. On va regarder un petit peu ce qui est proposé. Je vais couper le son. Voilà. Alors je regarde si la vidéo est pertinente. Enfin là, il part du principe que vous n'avez pas perdu votre mot de passe administrateur. C'est ce qu'il a dit, je crois, au début. D'accord, bon. Bah vous pouvez peut-être essayer ça alors. Je vais vous mettre un lien de la vidéo. Et ça, voilà, pour l'instant, je dirais que ça s'essaye en tout cas. Voilà Denis, vous pouvez regarder la vidéo et essayer les manipulations dont il parle. Quoique, ça c'est... Qu'est-ce qu'il vous conseille comme logiciel là? Hop, hop, hop. Je suis pas sûr que ce soit bien. Denis, le mieux, c'est que vous puissiez mettre... non, enfin, je sais pas si elle est bien cette vidéo et je vais pas avoir le temps de la regarder pour vous dire si vraiment c'est pertinent ce qui est indiqué. Donc, mettez un post sur le forum parce que je voudrais pas, voilà, je voudrais pas que vous arriviez sur n'importe quoi. Donc, voilà, mettez un post sur le forum et on va s'y pencher. Bon, il nous casse les bonbons, lui. Voilà. Peut-être que cette deuxième solution... Ah oui, elle est pas mal celle-là, je crois. Celle-là, elle sera peut-être pas mal. Allez, je vous mets les deux. Vous regardez les deux vidéos. Et peut-être commencer par la deuxième là, que je viens de vous mettre à l'instant. Regardez ces vidéos, regardez-les dans leur intégralité avant de commencer les manipulations. Si vous voyez qu'il y a des logiciels à acheter, ne les achetez pas. J'ai l'impression que dans la deuxième, il n'y en a pas et que voilà, ils utilisent une faille un petit peu de Windows 7 dont Benoît m'avait parlé. Donc voilà. Essayez la deuxième puis la première. J'ai l'impression que sur la première vidéo, il vous conseille d'installer un logiciel, donc ça va pas être bon. Et sinon, voilà. Sinon, si vous voyez que vous n'allez pas vous en sortir, n'hésitez pas, vous mettez un post sur le forum et on ira plus avant parce que ça me permettra. Je vais éternuer. Pardon. Pardon, désolé. Voilà, ça permettra que moi je regarde les vidéos pour savoir si c'est pertinent, parce que là, je n'ai pas vraiment le temps de les regarder. Vous le comprendrez, j'en suis sûr. Donc mettez un post sur le forum et comme ça, on fait ça tranquillement. Alors, Sacha, que pensez-vous du logiciel TuneUp pour Windows? Je ne connais pas du tout ce logiciel, Sacha. J'ai déjà répondu à un message sur le forum qui demandait ce que je pensais d'un autre logiciel, Glary Utilities. Donc voilà, moi comme je l'ai dit sur le forum, je vais le répéter, j'utilise le moins de logiciels possible, donc pour optimiser mon ordinateur. Pourquoi? Parce que quand on installe un logiciel comme Glary Utilities, TuneUp Utilities ou tous ces trucs voilà, qui se rajoutent,
eh bien, c'est des logiciels qui se lancent au démarrage, qui vont regarder en permanence ce qu'il y a à faire, etc. et qui vont manger des ressources sur votre ordinateur. Alors, si vous avez un ordinateur puissant, vous verrez jamais la différence. Si vous avez un SSD, c'est rare que vous voyez la différence. Mais voilà, moi, je préfère faire mes nettoyages quand j'ai l'impression que j'en ai besoin et pas forcément quand, en permanence. Je reviendrai peut-être là-dessus à un moment ou à un autre, mais voilà, j'avais déjà mis un post sur le forum avec les choses que je réalise, donc que ce soit si un jour je me fais infecter, ben voilà, j'ai les logiciels du guide qui me permettront de nettoyer. Si j'ai un doute sur les logiciels malveillants, je mets un petit coup de Malwarebytes, je fais un petit coup de désinfection antivirus de temps en temps si j'ai un doute, je désactive des programmes qui se lancent au démarrage si je trouve que mon ordinateur il est lent. Je ne confie pas cette tâche à un logiciel qui va se lancer qui va se lancer en permanence, qui sera là en permanence, qui va me solliciter en permanence, de me dire, ah bah tiens, là tu pourrais optimiser ci, tu pourrais optimiser ça. Bon, ok mon gars, mon ordinateur il fonctionne bien, c'est pas la peine de regarder si ça marche, tu vois. Donc l'idée c'est vraiment ça, oui, on peut installer des logiciels qui vont nous aider dans la maintenance de notre ordinateur, mais c'est au détriment de la rapidité au quotidien. Lui, son objectif, c'est de regarder si ça va à tout moment pour vous proposer des solutions et avoir l'impression que c'est un logiciel utile. Je ne dis pas que c'est inutile, mais voilà, je préfère installer à la demande quelque chose ponctuellement s'il y a besoin, ou quelque chose qui ne va pas se lancer ou qui sera là en permanence pour faire les choses. Et je préfère, utiliser les logiciels que je connais. Après, c'est peut-être une erreur de ma part, mais voilà. Depuis que je fais très très peu de maintenance. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que je fais des défragmentations ? Plus trop maintenant puisque j'ai un SSD. Est-ce que je fais des analyses antivirus ? Non, j'en fais pas. C'est Windows Defender qui fait sa vie. Et quand il a besoin de moi, il me demande. Les mises à jour de Windows, elles se font toutes seules, donc j'ai pas besoin de m'assurer. Si ça fonctionne pas, il me le dira. Là, la mise à jour a pas fonctionné. Donc soit je la force, soit j'attends qu'elle se passe toute seule. Après, les virus, les mises à jour des navigateurs, la plupart du temps, ça se fait automatiquement. Donc, il n'y a pas, finalement, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Et puis, le jour où vous avez trop installé de logiciels, où votre ordinateur il rame à fond, c'est pas l'installation d'un logiciel qui va tout solutionner. La solution, c'est de réinstaller votre Windows. Voilà. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Mon ordinateur, je fais très peu de maintenance. Éventuellement, un petit coup de CCleaner de temps en temps pour nettoyer la base de registre, pour nettoyer les fichiers temporaires. Mais c'est tout. Et encore, la dernière fois que je l'ai lancé, je sais même pas s'il est installé sur mon ordinateur. On va regarder, mais je suis même pas sûr que CCleaner soit installé, quoi. Ah si, il est installé. Et je sais pas depuis quand je l'ai pas lancé. Je sais pas s'il y a un décompte qui me dit la dernière fois que je l'ai fait. Non, apparemment. Mais pour vous dire, je sais pas quand je l'ai lancé pour la dernière fois, mais je l'utilise pas. Donc ne soyez pas à l'affût des logiciels qui vont tout optimiser, qui sont magiques, magnifiques, etc. Faites les choses bien. N'allez pas voir n'importe quoi. Et si un jour votre ordinateur est trop encombré et que les solutions dont je viens de vous parler ne fonctionnent plus, réinstallez votre Windows. C'est peut-être un peu embêtant parce que ça va vous prendre une journée de réinstaller ou entre les sauvegardes, la réinstallation des logiciels, la réinstallation des préférences, etc. Mais vous repartirez avec des bases saines. Parfois, quand vous avez une maison et que vous avez mis trop de meubles et que vous avez mis qu'il y a plein de poussière et qu'il y a tout, je ne veux pas dire que c'est plus simple d'avoir une nouvelle maison, mais avec l'ordinateur, c'est ça, vous réinstallez un Windows, et c'est comme si vous aviez une maison neuve. Après, vous replacez les meubles dont vous avez vraiment besoin et vous n'avez plus les choses dont vous n'aviez plus besoin. Donc voilà. On va dire un minimum d'entretien, et puis une réinstallation de temps en temps. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Vous parliez de tune-up utility, mais l'objectif c'est de comprendre le principe, c'est-à-dire plus vous allez installer des logiciels qui vous aident, et plus c'est pas forcément la solution miracle. Voilà, c'est ça que c'est là où je voulais en venir. Alors, Tania, lorsque le diaporama est lancé, il est impossible de faire une capture d'écran car je ne vois plus les icônes qui se trouvent dans la barre des tâches.
Alors, Tania, par rapport à ça, dans les 4 techniques pour faire une capture d'écran, vous verrez qu'il y a la touche qui s'appelle imprime écran, imprécran, IMPR écran sur votre clavier et qui va imprimer ce qu'il y a à l'écran. Donc vous faites une pause, il me semble que c'est la barre d'espace sur le diaporama pour faire une pause. Vous appuyez sur la touche imp écran, après vous lancez Paint et vous faites un coller dans Paint. Ensuite vous sauvegardez votre image et en théorie ça devrait avoir fonctionné. Je vous conseille de regarder à nouveau la vidéo 4 techniques pour faire une capture d'écran, ce qui vous permettra de voir les différentes techniques pour le faire. Mais la technique de imp-écran fonctionne parfaitement. Sous Tania, le diapo étant ouvert, clic droit, allez sur écran, puis basculer entre les programmes. Donc sous c'est une solution, mais du coup le diaporama est plus à l'écran, donc c'est pas forcément. Mais avec la touche imp-écran, en théorie, vous devriez pouvoir y arriver, sauf si le diaporama a désactivé cette fonction. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'utilise. Je pourrais récupérer un diaporama pour qu'on fasse des essais, mais je vais pas forcément le faire tout de suite. Alors Cédric, en réinstallant Windows avec un CD dans l'ordinateur, est-ce que le mot de passe sera déverrouillé? Alors, en réinstallant Windows avec un CD dans l'ordinateur, est-ce que le mot de passe sera déverrouillé? Alors, Stéphane, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est si le mot de passe est sur le BIOS. Donc, le BIOS, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Si on peut le voir, je vais vous montrer une photo à quoi ça peut ressembler. Surtout si vous êtes sur Windows 7. BIOS. Voilà, on va regarder une image de BIOS. Donc voilà, si quand vous lancez votre ordinateur, je vais mettre même mot de passe BIOS, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Mot de passe BIOS. Si je mets 2 S à passe, ça ira mieux. Voilà. Voilà, en gros, si quand vous lancez votre ordinateur, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, eh bien, ça veut dire que vous avez un mot de passe BIOS. Et auquel cas, le fait de mettre votre CD de Windows, ça ne changera rien du tout. Là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faudra donc trouver la version du BIOS que vous avez. Donc en général, lorsque vous lancez votre ordinateur, le BIOS se lance. Vous pouvez appuyer sur la touche pause de votre clavier qui se trouve en général en haut à droite. Ça s'appelle pause. Et quand vous voyez le BIOS apparaître, vous appuyez sur pause et à partir de là, vous allez pouvoir voir la version de votre BIOS. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça peut ressembler. BIOS. Voilà, est-ce que ça... Ah oui, c'est tout petit. Est-ce qu'on peut avoir plus grand? Non, pas du tout. Alors, image... donc ça c'est une fois que vous êtes arrivé dans le BIOS, mais quand l'ordinateur, voilà, ça doit être ça, j'espère que c'est assez grand, oui ça a l'air d'être très grand, voilà, quand vous, voilà, lorsque vous allez lancer votre ordinateur, pourquoi ça fonctionne pas là? Allez, bon, j'espère que tout fonctionne encore, oui ça a l'air d'être le cas, donc lorsque... Bon, est-ce que... Ah non, tout est planté là. Ah, pas tout. Bon. Voilà, peu importe. Quand vous allez arriver sur votre ordinateur, vous voyez ici que le BIOS, c'est un BIOS Phoenix Award et qui est en version 6.0. Donc à partir de là, il faudra que vous recherchiez comment réinitialiser le mot de passe de ce BIOS-là en particulier. Malheureusement, il y a des BIOS qui sont, que vous pouvez réinitialiser et d'autres que vous ne pouvez pas réinitialiser. Donc, si c'est un mot de passe de type BIOS que vous avez, je ne sais pas pourquoi mon Internet Explorer a décidé de... Enfin, Edge a décidé de ne plus fonctionner. J'espère que ça continue. Oui, ça a l'air. Donc voilà. Donc si, dès qu'il va revenir, je vais pouvoir vous remontrer à nouveau. Là, il est bloqué. J'adore. Donc si vous avez un mot de passe comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec un petit fond bleu et où il y a marqué, voilà, mot de passe, là vous avez un mot de passe BIOS. Dans ce cas-là, il faudra réinitialiser le mot de passe du BIOS si c'est possible. Et en revanche, si ça passe le BIOS et que vous arrivez sous Windows, dans ce cas-là, vous pourrez
en remettant le CD et en faisant une réinstallation de zéro. Vous allez tout perdre ce qu'il y a dessus, mais bon, vous vous en moquez puisqu'apparemment il y a plus de données, et à partir de là, eh bien, vous pourrez faire une réinstallation, vous pourrez refaire un formatage du disque, et à la réinstallation, ce sera un nouveau Windows, celui que vous aurez installé. Donc il n'y aura pas de problème si c'est une amie qui vous l'a donné et que c'est pas un mot de passe BIOS. En réinstallant le Windows, vous serez tranquille. Ce que je vous conseille de faire, là je ne sais pas si je vais avoir la possibilité d'effacer mon Edge qui plante, gestionnaire des tâches, Microsoft Edge, là si je tue Microsoft Edge, il va tout tuer là. Bon, c'est pas grave, je sais ce que je vais faire. Fin de tâche, merci, au revoir, j'espère que on sera toujours en live. Puis en plus, il restaure la page. Purée. Voilà, bon, c'est bon. Donc voilà, si vous avez un mot de passe de ce type-là, c'est le mot de passe du BIOS. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Ah oui, donc lorsque vous allez être connecté sur votre espace membre, vous avez la formation Windows 10. Donc là, je ne suis pas connecté, donc je n'y ai pas accès. Mais dans la formation Windows 10, je vous explique comment réinstaller Windows de zéro. Donc voilà, vous pouvez suivre cette procédure. Même si vous êtes sur Windows 7, les procédures sont relativement similaires. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez vous inspirer de cette vidéo-là pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, Stéphane. Pardon, j'étais en train de continuer de lire. Alors, Daniel, Alex est-elle malade ? Je ne crois pas, Daniel. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Je lui avais envoyé un petit Skype l'autre jour, mais elle m'a dit que ça allait. Donc, voilà, je sais pas. Peut-être elle prend un peu de vacances. Elle les a bien méritées. Peut-être qu'elle est un petit peu fatiguée de répondre aussi aux questions du forum. Donc, en tout cas, je pense qu'elle va bien. Et c'est vrai qu'elle n'est pas parmi nous ce soir, ou peut-être qu'elle n'est pas parmi nous, mais qu'elle ne s'est pas manifestée. Quoi qu'il en soit, je pense qu'elle va bien. Je lui enverrai un petit message pour confirmer tout ça. Et de toute façon, on se verra, nous, demain, de 17 à 18, demain. Donc voilà, je vais essayer de prendre de ses nouvelles entre deux. Peut-être que Louis-Paul a de ses nouvelles. Mais je ne pense pas qu'elle soit malade. Allez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Il est 18h58. Du coup, je vous ai pas parlé des mini-cours. Je vous en parlerai demain ou dans la semaine quand on aura un petit moment. Pas de souci, vous inquiétez pas, on a le temps. On verra ça à ce moment-là. Michel, bonjour. Quand est-ce que vous venez me voir en Espagne comme promis ? Vous savez que je vous attends. Eh bien, c'est gentil, merci Michel. C'est avec grand plaisir que je vais passer. En revanche, je ne sais pas encore trop quand. Parce que y a quand même de la distance et que je ne sais pas trop comment je vais venir. Bon, je me suis réconcilié avec l'avion en allant à Malte, donc je pense que j'aurai pas d'appréhension à le prendre, et ce sera avec grand plaisir que je viendrai vous voir en Espagne. Mais je ne sais pas encore quand. Mais c'est très gentil en tout cas, Michel, de le proposer. Tania, je vais essayer et aussi de regarder la vidéo sur la capture d'écran de Cédric. Merci à tous pour votre aide. Vous êtes super, Tania. Alors, Stéphane, conseil, merci Cédric. Merci pour vos conseils. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. De toute façon, on va se retrouver les 7 prochains jours. Donc, il y a demain. Demain, c'est donc de 17 à 18. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos questions de côté si vous en avez. Et puis, j'espère que ce Demande à Cédric numéro 48 vous a plu. Demain, Demande à Cédric numéro 49. Je m'étonne toujours de savoir compter. Et demain, nous serons le 2 février 2017. On se voit de 17 à 18. Allez, bonne soirée. Merci d'avoir été présent. Très sympa à vous. On a été 33, là on est encore 30. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à demain pour le prochain Demande à Cédric. Merci, bonsoir.